Un rocher de granit haut comme un immeuble de 30 étages. Autour, 2 fois par jour, la mer engloutit tout. Les sables, les chemins, l'horizon lui-même. Et pourtant, à son sommet, une cathédrale se dresse, posée là où aucune surface plane n'existe. Comment a-t-on pu bâtir un tel édifice au fait d'un rocher que l'océan encercle chaque jour, et pourquoi aucune armée n'a-t-elle jamais réussi à s'en emparer? La réponse est plus profonde qu'elle n'y paraît. Ce que l'on prend pour un simple joyau touristique est en réalité une énigme d'ingénierie et de guerre vieille de plus de 1000 ans. Tout commence bien avant la première pierre, sur une roche nue, isolée, que les hommes redoutaient, le mont Saint-Michel. Il existe, dans le crâne conservé à Avranches, un trou net, circulaire, comme percé par un doigt de feu. On le montre encore aujourd'hui aux visiteurs, sous verre, dans le trésor de la ville normande. Selon la tradition, ce crâne appartenait à un évêque du 8e siècle, et le trou serait la marque laissée par l'archange Michel lui-même un matin de l'an 708. La science, elle, reste prudente. Rien ne prouve cette histoire, et l'orifice pourrait avoir bien d'autres origines. Mais que l'on y croit ou non, ce crâne percé pose une question qui traverse toute l'histoire du mont, celle du choix, par les hommes, du lieu le plus hostile de toute la côte pour y élever l'un des plus grands sanctuaires de l'Occident. Car avant d'être une merveille, ce rocher portait un nom lugubre, le mont Tombe. Le mot évoque le tombeau, la sépulture, la terre des morts. Longtemps, ce pic de granit dressé au milieu des sables ne fut qu'une solitude redoutée, un lieu que l'on contournait plutôt que d'y monter. Aucun village prospère à ses pieds, aucune route sûre, aucune raison d'y vivre, rien qu'une roche abrupte, cernée par un désert changeant que la mer venait recouvrir sans prévenir. Pour comprendre cette hostilité, il faut se tenir un instant au bord de la baie, à l'aube d'un grand jour de marée. L'air est vif, chargé d'iode et de sel. Devant soi s'étend une plaine immense, grise et miroitante, striée de chenaux argentés où l'eau dort encore. Le silence est presque total. Seul le vent court sur les sables, et parfois le cri lointain d'un oiseau de mer. Au centre de cette étendue nue se dresse la silhouette sombre du rocher, comme un navire échoué que personne n'a jamais pu remettre à flot. Et l'on comprend, à cet instant, pourquoi les anciens le tenaient à distance. Ce n'est pas un lieu où l'homme se sent chez lui. Le danger, ici, ne vient pas des hauteurs, mais du sol lui-même. La baie du Mont-Saint-Michel connaît les plus fortes marées de l'Europe continentale. 2 fois par jour, la mer se retire sur des kilomètres, découvrant un plateau de sable et de vase qui semble stable, ferme, invitant. Puis elle revient. Et lorsqu'elle revient, elle ne remonte pas comme une vague ordinaire. Elle envahit la plaine par tous les côtés à la fois, remplissant d'abord les chenaux, puis cernant chaque banc de sable, chaque promeneur imprudent, jusqu'à transformer le désert en un miroir sans limite. Celui qui s'est aventuré trop loin se retrouve encerclé avant même d'avoir compris que l'eau montait. À cette traîtrise s'ajoutent les sables mouvants, ces zones molles où le pied s'enfonce et se prend comme dans un piège. Pendant des siècles, la baie a englouti des marcheurs, des pèlerins, des soldats. Son ancien nom le disait déjà sans détour, Saint-Michel au péril de la mer. C'est donc au cœur de ce piège naturel que naît, selon la tradition, l'histoire du sanctuaire. En l'an 708, un évêque du diocèse voisin, Aubert d'Avranches, aurait vu l'archange Michel lui apparaître en songe et lui ordonner d'élever un oratoire sur le rocher. Le récit rapporte qu'Aubert, troublé, hésita. Une simple vision ne suffisait pas à justifier une entreprise aussi folle, bâtir sur une roche nue au milieu des sables meurtriers. L'archange serait revenu une deuxième fois, puis une troisième, et cette dernière fois, dit la légende, il aurait pressé son doigt sur la tête de l'évêque récalcitrant, y laissant cette marque de feu que l'on croit reconnaître dans le crâne d'Avranches. Historiens et archéologues rappellent qu'il s'agit là d'un récit de fondation, transmis et embelli au fil des siècles, non d'un fait établi. Mais il traduit une vérité plus ancienne. Pour convaincre les hommes de bâtir en un lieu pareil, il fallait rien de moins qu'un ordre venu du ciel. Reste la vraie question, celle que la légende masque autant qu'elle l'éclaire, celle du choix de ce rocher précis plutôt que d'une colline douce, d'un promontoire accessible, d'une terre où l'on aurait pu construire sans défier la mer. La réponse tient dans la nature même du lieu. Ce qui rendait le mont Tombe hostile le rendait aussi exceptionnel. Isolé, dressé,
Séparé du monde par les eaux, il offrait exactement ce que recherchaient les hommes de foi du haut Moyen Âge: la solitude, l'élévation, la coupure avec le monde ordinaire. Un sanctuaire dédié à l'archange Michel, prince des armées célestes et guide des âmes, ne pouvait trouver meilleur écrin qu'un sommet arraché à la terre des vivants, suspendu entre le ciel et l'abîme. Il y avait aussi une logique concrète. Michel était honoré sur les hauteurs. Partout en Europe, ces sanctuaires couronnaient des monts et des pics. Le rocher normand s'inscrivait dans cette tradition des lieux élevés, plus proches du ciel, plus dignes de l'archange. Et l'isolement, loin d'être seulement un obstacle, devenait une protection. Un lieu que la mer défendait naturellement était un lieu que rien ne pouvait souiller, ni les pillards, ni les armées, ni le tumulte du siècle. Sur le sommet du rocher, Aubert fit donc élever un premier oratoire, modeste construction dont il ne reste presque rien. Ce sanctuaire primitif, tourné vers l'archange, marqua le point de départ de tout ce qui allait suivre. Autour de cette poignée de pierres viendraient plus tard s'accumuler des chapelles, des cryptes, une église, puis une abbaye entière, empilées les unes sur les autres au fil des siècles, jusqu'à former la silhouette que le monde connaît. Mais au commencement, il n'y avait que cela, un oratoire de rien, planté au faîte d'une roche que la mer entourait, dressé par des hommes qui avaient choisi, contre toute prudence, le lieu le plus périlleux pour approcher le divin. Ce choix, en apparence insensé, allait se révéler d'une justesse redoutable. Ce que la baie prenait aux imprudents, elle le rendrait au sanctuaire sous forme de protection. Le péril de la mer, qui avait donné son nom au lieu, deviendrait, au fil des siècles, sa plus fidèle sentinelle. Le rocher hostile était devenu un rocher sacré. Restait à en faire l'impossible, une cathédrale posée sur le vide. Un homme marche sur le sable ferme, à 3 kilomètres du rivage. Le soleil est haut, la baie tranquille, l'horizon dégagé. Il ne voit pas la mer. Elle s'est retirée si loin qu'elle n'est plus qu'un liseré brillant tout au fond du paysage. Rien ne presse, rien ne menace. Puis, sans qu'il l'ait remarqué, un filet d'eau glisse dans un chenal derrière lui. Un autre le rejoint sur le côté. En quelques minutes, les sillons qui striaient le sable se remplissent, se rejoignent, se referment. Quand l'homme se retourne enfin, le chemin par lequel il est venu a disparu. Il est encerclé. Voilà, en une image, ce que la baie du Mont-Saint-Michel a fait à d'innombrables imprudents au fil des siècles. Et voilà aussi l'arme secrète du rocher. Car la véritable défense du mont ne fut jamais seulement de pierre, elle fut d'eau et de sable. Pour comprendre l'histoire de ce lieu, il faut d'abord comprendre le phénomène qui le cerne, la marée la plus puissante de toute l'Europe continentale. Le chiffre, à lui seul, donne le vertige. Entre le moment où la mer se retire au plus bas et celui où elle remonte au plus haut, la différence de niveau peut atteindre 15 mètres. 15 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble de 5 étages. 2 fois par jour, une masse d'eau capable de recouvrir un tel dénivelé quitte la baie, puis revient. Aucun autre rivage du continent ne connaît un tel écart. Seules quelques baies dans le monde, à l'autre bout de l'océan, font mieux. Ici, en Normandie, la mer ne fait pas que monter et descendre. Elle respire à une échelle qui dépasse tout ce que l'œil humain attend d'un bord de mer. Ce prodige n'a rien de surnaturel. Il s'explique par la forme même des lieux. L'onde de marée qui parcourt la Manche, poussée par l'attraction de la Lune, remonte depuis l'Atlantique en direction de la mer du Nord. Sur sa route, elle rencontre un obstacle, la longue péninsule du Cotentin, qui s'avance dans les eaux comme une digue naturelle. L'onde vient buter contre cette barrière, se replie et se concentre dans l'immense entonnoir que forme la baie. Resserrée, comprimée, l'eau n'a plus qu'une issue, monter. Ce que la géographie retire d'un côté, elle le rend de l'autre, en amplitude. Le fond très plat de la baie fait le reste. Sur un estran presque horizontal, la moindre montée du niveau se traduit par une avancée considérable de l'eau sur le sable. C'est cette platitude qui rend le lieu si trompeur. Sur une plage en pente, la mer gagne du terrain lentement, pas à pas, et l'œil suit sa progression. Ici, l'estran est si plat que la mer, en montant de quelques centimètres seulement, peut recouvrir des centaines de mètres en un temps très court. Lorsque la marée est forte, l'eau se retire jusqu'à 15 kilomètres du rivage, laissant à découvert une plaine grise immense, un désert liquide semé de mares et de canaux. Puis elle revient combler ce vide, non pas en ligne droite comme un mur qui avance, mais en s'infiltrant partout à la fois, remplissant les creux, contournant les hauteurs, cernant les bancs de sable un à un.
C'est cette manière d'encercler, plus que sa vitesse brute, qui fait le piège. Tenons-nous maintenant sur les remparts du mont, un jour de grande marée. En contrebas, le sable s'étend à perte de vue, ferme et doré. Puis quelque chose change dans l'air. On entend d'abord un murmure, un froissement continu, comme un vent qui se lèverait au ras du sol. C'est l'eau. Elle arrive par larges nappes, silencieuse et rapide, glissant sur la vase avec un éclat de vif argent. En quelques instants, les chenaux se gonflent, les flaques se rejoignent, et le désert de tout à l'heure devient une mer scintillante qui vient battre le pied du rocher. Le vent porte l'odeur puissante de la vase et du sel, et l'on comprend, physiquement, dans le corps, pourquoi des armées entières ont pu périr là où 1 heure plus tôt, elles marchaient au sec. À ce danger de l'eau s'ajoute celui du sol. Sous la surface apparemment solide de la baie se cachent des zones traîtresses, gorgées d'eau, où le sable perd toute fermeté. On les appelle sables mouvants, ou dans le parler local, la tangue. Le promeneur qui pose le pied sur l'une de ses poches sent soudain le sol se dérober. Il s'enfonce, tente de se dégager, et chaque mouvement le fixe davantage. Contrairement à ce que l'imagination suggère, on ne disparaît pas entièrement. Le corps s'arrête de s'enfoncer avant d'être submergé. Mais peu importe la profondeur du piège lorsque la mer, elle, revient à l'horizon. Immobilisé, incapable de fuir, le marcheur n'a plus qu'à regarder l'eau monter vers lui. Pendant des siècles, la baie a combiné ces deux menaces avec une efficacité redoutable. Le sable qui retient, l'eau qui recouvre. Voilà le vrai gardien du Mont Saint-Michel. Avant les murs, avant les tours, avant les canons, il y avait cette ceinture mouvante que nul assaillant ne pouvait apprivoiser. Une armée qui voulait prendre le rocher devait d'abord traverser la baie. Elle devait choisir l'heure exacte de la marée basse, franchir plusieurs kilomètres de sable incertain, éviter les chenaux et les zones molles, atteindre le pied de la forteresse et repartir avant le retour des eaux. Le moindre retard, la moindre erreur de calcul, et la mer refermait le piège derrière elle. Les assiégeants qui campaient trop près, qui s'attardaient sur l'estran, se retrouvaient coupés du continent, encerclés, parfois engloutis. Le rocher n'avait pas besoin de repousser ses ennemis. Il lui suffisait d'attendre que la marée les emporte. Cette protection naturelle explique une part du mystère qui entoure le lieu. Un sanctuaire ordinaire, bâti sur une colline accessible, aurait été 1000 fois pillé, brûlé, rasé au cours des siècles troublés du Moyen-Âge. Le mont, lui, restait à l'écart, défendu par un fossé que nul ne pouvait combler ni assécher, un fossé qui se creusait et se comblait de lui-même 2 fois par jour. Les hommes qui avaient choisi ce rocher hostile pour y prier avaient, sans peut-être le mesurer pleinement, choisi aussi la plus imprenable des positions. Ce que la baie prenait aux imprudents, elle le donnait au sanctuaire. Le temps, la sécurité, la durée. Une expression célèbre résume, dans la mémoire populaire, cette montée fatale des eaux. On dit que la mer ici avance à la vitesse d'un cheval au galop. L'image est saisissante, gravée dans l'imaginaire de tous ceux qui connaissent le mont. Elle raconte une vérité profonde sur le danger du lieu, mais elle cache aussi une querelle que les savants n'ont pas fini de trancher et qui oppose la légende à la mesure, celle de savoir si cette formule dit vrai ou si elle exagère le prodige. La réponse, plus subtile qu'il n'y paraît, attendra son heure. Ce qui est certain, en revanche, ne se discute pas. La baie du Mont-Saint-Michel fut, durant plus de 1000 ans, le premier rempart du rocher. Bien avant que l'on empile les pierres jusqu'au ciel, la mer avait déjà tracé autour du sanctuaire un cercle que personne ne franchissait impunément. Et si tant de gens aujourd'hui contemplent le mont sans imaginer les vies qu'a englouti le sable à ses pieds, qu'ils se souviennent, la prochaine fois qu'ils s'approcheront de la baie, que cette étendue paisible fut longtemps l'une des plus meurtrières de France. Imaginez que l'on vous demande de poser une église immense au sommet d'un pain de sucre, non pas sur un plateau, non pas sur une colline arrondie, mais sur la pointe effilée d'un cône de granit. Au fait du rocher, là où devrait s'élever la nef, il n'y a pas de place. La surface plane disponible tout en haut ne dépasse guère une dizaine de mètres de longueur. Une chapelle modeste y tiendrait à peine. Or c'est là, précisément là, que les bâtisseurs du Moyen-Âge ont décidé de dresser une grande église abbatiale, longue de plusieurs dizaines de mètres, lourde de milliers de tonnes de pierre. Le problème semblait insoluble. La solution qu'ils inventèrent compte parmi les plus audacieuses de tout le Moyen-Âge. Reprenons depuis le sommet. Le rocher du mont n'est pas un cube,
ni un bloc massif à surface plate. C'est un cône, une masse de granit qui s'élève en pointe. Plus on monte, plus la roche se resserre. Au niveau du sol, la base est large. Au sommet, elle se réduit à une arête étroite. Bâtir une chapelle sur cette pointe, comme le fit d'abord l'évêque fondateur, était concevable. Mais lorsque, avec le temps, le sanctuaire attira des foules toujours plus nombreuses, l'oratoire des origines devint dérisoire. Il fallait une véritable église, capable d'accueillir des pèlerins par centaines. Et une église de cette ampleur ne pouvait tenir sur une arête de 10 mètres. Les bâtisseurs se trouvèrent donc devant un choix. Ou bien renoncer à la hauteur et construire plus bas, sur les flancs, là où la roche offrait davantage d'assises. Ou bien s'obstiner à couronner le sommet, quitte à créer de toutes pièces la surface qui manquait. Ils choisirent l'obstination. Ils décidèrent de fabriquer une plateforme là où la nature n'en avait pas prévu. Pour cela, il fallait envelopper la pointe du rocher, la ceinturer de constructions solides dont le toit, mis à niveau, formerait le sol de la future église. En d'autres termes, ils allaient bâtir sous l'église avant de bâtir l'église. C'est ainsi que naquirent les cryptes. Tout autour du pic de granit, les maçons élevèrent de puissantes salles voûtées, appuyées contre la roche, remontant peu à peu jusqu'à la hauteur du sommet. 4 de ces chambres furent disposées comme les points cardinaux autour de la pointe. Chacune soutenait une partie de l'édifice supérieur. Ensemble, elles formaient un socle artificiel, une couronne de pierre encerclant le rocher, sur laquelle on pouvait enfin poser une surface horizontale. Cette plateforme allait courir sur près de 80 mètres de longueur, bien au-delà de l'étroite assise offerte par le roc. La nef de l'église viendrait s'établir au-dessus du sommet lui-même. Le chœur, le transept et les bras latéraux reposeraient, eux, sur ces cryptes savamment calées contre le granit. L'église haute n'était donc pas posée sur le roc. Elle était posée sur des salles, elles-mêmes accrochées au roc. Un édifice suspendu sur un vide, comblé par l'ingéniosité des hommes. Descendons un instant dans ses profondeurs. L'air y devient plus froid, plus dense, chargé d'une humidité minérale qui prend à la gorge. La lumière du jour ne pénètre qu'à peine, filtrée par d'étroites ouvertures. Sous les voûtes basses, des piliers énormes montent de terre, si épais qu'un homme peine à en faire le tour de ses bras. Le pas résonne sur la pierre nue. On a le sentiment d'être entré dans les fondations d'une montagne plutôt que dans une église. Et pourtant, tout ce poids qui semble écraser l'espace a une fonction unique. Porter, tout là-haut, la légèreté d'une nef baignée de lumière. Ces salles obscures sont les épaules invisibles qui soutiennent la merveille visible. La plus ancienne de ces chambres possède une histoire singulière. Bâtie bien avant les autres, elle fut d'abord une construction de plein air, dressée à flanc de rocher, ouverte sur le ciel. Ses murs voyaient le jour, le vent, la mer. Puis, au fil des siècles, à mesure que le sanctuaire grandissait, on vint bâtir tout autour d'elle. On l'entoura, on la surmonta, on l'enferma sous de nouvelles constructions. La chapelle qui regardait le large se retrouva peu à peu ensevelie, non parce qu'on l'aurait creusée dans la roche, mais parce que le mont, en montant vers le ciel, l'avait engloutie par en dessous. Aujourd'hui, il faut descendre des escaliers pour l'atteindre, et l'on croirait pénétrer dans les entrailles du rocher. C'est une illusion. Ce lieu souterrain fut jadis une construction extérieure. Le mont ne s'est pas seulement élevé, il s'est refermé sur son propre passé, couche après couche. Cette histoire éclaire la nature profonde du monument. Le mont Saint-Michel n'a pas été conçu d'un seul jet, selon un plan arrêté d'avance. Il s'est fait par accumulation, par empilement, par reprises successives. On a construit, détruit, reconstruit. On a coiffé les anciens bâtiments de nouveaux. Ce qui était dehors est devenu dedans. Ce qui était en haut s'est retrouvé enfoui. Les spécialistes qui étudient aujourd'hui la maçonnerie décrivent l'édifice comme un feuilletage, une superposition de strates où chaque époque a laissé sa trace sous celle qui l'a suivie. Le rocher est devenu un millefeuille de pierre, et l'église que l'on admire au sommet n'est que la couche la plus haute d'un édifice qui plonge ses racines invisibles jusque dans les profondeurs. Les historiens de l'art ont trouvé une image pour dire cette complexité. Ils parlent d'un échiquier en 3 dimensions. Sur un échiquier ordinaire, les cases s'alignent à plat. Ici, elles se superposent aussi en hauteur. Cryptes, chapelles, salles, galeries, terrasses s'imbriquent les unes dans les autres selon une logique verticale d'une rare densité. Chaque niveau porte celui du dessus
et s'appuie sur celui du dessous. Retirer une pièce ferait vaciller l'ensemble. Le mont n'est pas une église posée sur un rocher, c'est un système, un assemblage, où le poids, l'équilibre et la roche dialoguent à chaque étage. Reste à mesurer l'exploit à l'aune de son époque. Les hommes qui conçurent cette structure ne disposaient ni de calcul de résistance des matériaux, ni de machines de levage modernes, ni des instruments qui permettent aujourd'hui de prévoir comment une charge se répartit. Ils travaillaient par expérience, par transmission d'un savoir de chantier accumulé au fil des générations. Et pourtant, ils ont su répartir le poids colossal de l'église haute sur une couronne de crypte de telle manière que l'ensemble tienne debout depuis près de 1000 ans, sur un rocher battu par les vents et cerné par la mer. Là où l'on attendait une simple église sur une colline, on découvre une prouesse d'équilibre, un sanctuaire dont la partie la plus spectaculaire est celle que l'on ne voit pas. Voilà pourquoi le mont mérite ce nom de cathédrale suspendue. Non parce qu'elle flotterait dans les airs, mais parce qu'elle repose sur un vide que les bâtisseurs ont eux-mêmes comblé, pierre après pierre, salle après salle. Le sommet du rocher ne portait rien. Les hommes lui ont donné de quoi porter le ciel. Et sous les voûtes lumineuses où montait le chant des moines, il y avait toujours, dans l'ombre et le froid, ces chambres muettes qui retenaient l'édifice tout entier au-dessus de l'abîme. Un bloc de granit d'1 tonne repose sur une charrette au bord de l'eau. Autour, la baie s'est vidée. Les hommes attendent. Ils ne peuvent avancer ni reculer. Ils sont prisonniers du rythme de la mer qui leur laisse quelques heures seulement pour traverser l'estran avant que les flots ne reviennent. Devant eux, à l'horizon, se dresse le rocher qu'il faudra gravir, une masse de granit haute comme un immeuble de 30 étages. Et sur cette charrette, il n'y a qu'une pierre parmi des dizaines de milliers. Toutes devront suivre le même chemin. Voilà le défi matériel du Mont Saint-Michel, celui dont on parle rarement lorsqu'on admire ses flèches. Avant de bâtir, il fallut acheminer une montagne de pierres à travers l'un des rivages les plus hostiles de France. Car le rocher du mont, s'il offrait une assise, ne fournissait pas la matière. Le granit dont on avait besoin pour élever les murs, tailler les colonnes et couvrir les voûtes ne se trouvait pas sur place en quantité suffisante. Il fallait l'apporter d'ailleurs. Les bâtisseurs allèrent le chercher là où il abondait, sur de petites îles au large, dans l'archipel qui parsème la baie et sur les côtes voisines. Là, dans les carrières, on détachait les blocs, on les dégrossissait, on les chargeait. Puis commençait le voyage. Ce voyage obéissait à une horloge implacable, celle de la marée. À marée haute, on chargeait les pierres sur des embarcations qui traversaient les eaux jusqu'aux abords du rocher. À marée basse, quand la mer libérait l'estran, on pouvait aussi tirer les charges sur le sable ferme, à l'aide de charrettes. Dans les deux cas, il fallait ruser avec l'eau, saisir le bon moment, ne jamais se laisser surprendre par le retour des flots. Un chargement mal calculé, une roue enlisée dans la tangue, et la mer engloutissait hommes et pierres. Le transport du matériau était déjà en soi une entreprise dangereuse, réglée sur le souffle de la baie. Mais amener le granit au pied du rocher ne résolvait que la moitié du problème. Restait le plus vertigineux, hisser ces blocs de plusieurs tonnes jusqu'au sommet à des dizaines de mètres de hauteur le long de parois abruptes. Aucun chemin carrossable ne montait là-haut. Aucune bête de somme ne pouvait porter de telles masses sur des pentes aussi raides. Il fallut donc inventer, ou plutôt adapter, une machine à la mesure du défi, une immense roue de bois actionnée par la seule force des hommes. Le principe est aussi simple qu'ingénieux. Une grande roue creuse, semblable à une cage, est dressée sur un axe. À l'intérieur, des hommes prennent place et se mettent à marcher, comme des écureuils dans leur manège. Leur poids et leurs mouvements font tourner la roue. Un câble, enroulé autour de l'axe, se tend et remonte lentement la charge accrochée à son extrémité, glissant le long d'une rampe inclinée taillée dans la pierre. Plus les hommes marchent, plus le câble s'enroule, plus la pierre s'élève. Nulle magie, nul secret perdu. Rien que la mécanique élémentaire du levier et du treuil, démultipliée par la marche patiente de corps humains enfermés dans un cercle de bois. Ce type de machine, connu des chantiers médiévaux, permettait de soulever des charges qu'aucun groupe d'hommes n'aurait pu hisser à la seule force des bras. Il faut se représenter la scène. Dans la pénombre d'une salle haute, la grande roue de bois occupe presque tout l'espace. Elle craque, elle grince, elle tourne avec une lenteur obstinée.
À l'intérieur, des hommes avancent sans jamais arriver nulle part, le regard fixe, le souffle court, mesurant leur effort au rythme du câble qui s'enroule. Dehors, suspendu au-dessus du vide, un traîneau chargé de granit remonte la pente, mètre après mètre. Le moindre relâchement, la moindre rupture, et la charge dévale en arrière. Tout repose sur la coordination, sur l'endurance, sur la confiance de ces hommes dans le bois qui les porte. C'est par ce labeur répété, jour après jour, année après année, que la montagne de pierre est montée jusqu'au ciel. La roue que l'on montre aujourd'hui aux visiteurs, immense et impressionnante dans sa salle obscure, n'est pas celle des bâtisseurs du Moyen Âge. Elle appartient à une époque bien plus tardive et à un tout autre usage. Mais le principe qu'elle illustre, celui de la roue où marchent des hommes pour élever des charges, fut bel et bien celui des grands chantiers médiévaux. En la contemplant, on touche du regard le geste ancestral qui permit d'ériger le sanctuaire. Cette force lente, animale presque, tirée du seul corps humain, capable de vaincre la pesanteur, à condition d'y consacrer un temps infini et une peine sans nom. Ce détail dit quelque chose d'essentiel sur le mont. Ce que l'on prend pour un miracle achevé fut en vérité un chantier permanent, une œuvre jamais tout à fait terminée. Les études les plus récentes de la maçonnerie l'ont confirmé. Derrière l'apparente unité du monument se cache une histoire faite de campagnes successives, d'ajouts et de reprises. On a bâti, puis modifié, puis reconstruit. Un mur élevé à une époque servait de fondation à une construction plus tardive. Une salle changeait de fonction au gré des besoins. Rien, ici, ne fut coulé d'un seul jet. Le rocher a été façonné par vagues, sur des siècles, chaque génération de bâtisseurs héritant de l'ouvrage de la précédente et le prolongeant vers le haut. Cette manière de faire explique aussi la solidité de l'ensemble. En construisant lentement, en s'appuyant à chaque fois sur ce qui existait déjà, les maçons pouvaient corriger, renforcer, ajuster. Ils sentaient la roche, éprouvaient les appuis, apprenaient de leurs prédécesseurs. Le mont ne fut pas conçu comme un plan parfait imposé au rocher, mais comme un dialogue prolongé entre les hommes et la pierre, où chaque siècle apportait sa réponse aux problèmes laissés par le précédent. C'est cette patience, autant que l'audace, qui tient l'édifice debout. Ainsi, le granit venu des îles, arraché aux carrières, porté sur les eaux, tiré sur les sables, hissé par la roue des hommes, a fini par s'assembler en un monument qui semble avoir toujours été là. On oublie, devant sa masse tranquille, la somme d'efforts qu'il a fallu pour l'élever. On oublie les traversées calculées à l'heure près, les charrettes menacées par la marée, les corps épuisés marchant sans fin dans la roue de bois. Le mont Saint-Michel ne fut pas déposé au sommet du rocher par une volonté divine, comme le voudrait la légende. Il y fut porté, pierre après pierre, par des générations d'hommes qui domptèrent la baie pour bâtir au-dessus d'elle. Et sur ces fondations arrachées à grand-peine à la mer, allait bientôt s'élever le chef-d'œuvre qui donnerait au mont son nom de merveille. Sur la face nord du rocher, là où le vent frappe le plus fort et où le soleil ne s'attarde jamais, se dresse un mur de pierre qui monte presque à la verticale, jusqu'à 35 mètres de hauteur. Vu d'en bas, il ressemble à une falaise construite par la main de l'homme, une paroi lisse et sévère épaulée par de puissants contreforts. On croirait une forteresse. Et pourtant, derrière cette muraille austère, se cache l'un des sommets de l'art gothique en Normandie, un ensemble de salles superposées d'une élégance stupéfiante. Les hommes du XIIIe siècle lui ont donné un nom qui, à lui seul, dit tout, la merveille. L'histoire de cette construction commence par un incendie et une donation. Au tout début du XIIIe siècle, lors d'un conflit pour la possession de la Normandie, le rocher subit de graves dommages, une partie des bâtiments part en flammes. Le roi de France, qui vient alors de reprendre le duché, décide de réparer et de magnifier le sanctuaire. Il accorde au monastère une aide considérable. C'est avec cet argent royal que s'ouvre, dans les premières décennies du siècle, le chantier de la merveille. En un peu plus de 15 ans, entre les années 1211 et 1228, s'élève un édifice qui va bouleverser l'allure du mont. Le défi, une fois de plus, tient à la pente. Sur ce flanc abrupt, il n'existe aucune surface horizontale digne d'accueillir les vastes salles dont les moines ont besoin. Plutôt que d'étaler les bâtiments côte à côte, comme on l'aurait fait sur un terrain plat, les architectes prennent le parti de les empiler. Ils construisent en hauteur, niveau sur niveau, adossant chaque étage à la roche et le coiffant du suivant. 3 niveaux se superposent ainsi,
contenue dans une structure unique, soutenue de l'extérieur par 16 contreforts massifs qui plaquent l'ensemble contre le rocher. La merveille n'est pas un bâtiment posé au sol, c'est une tour de salle, accrochée à la paroi, qui grimpe vers le ciel en défiant la verticale. Ce qui frappe en parcourant ces étages, c'est le contraste saisissant entre le bas et le haut. Au rez-de-chaussée règnent les salles les plus rudes, destinées aux usages matériels. On y stockait les vivres, on y accueillait les plus humbles. Les voûtes y sont épaisses, les piliers trapus, l'atmosphère sombre et fraîche. On sent dans ces salles basses la logique du support. Elles sont conçues pour porter, pour encaisser le poids de tout ce qui les surmonte. À mesure que l'on s'élève, la pierre semble s'alléger, les colonnes s'affinent, les fenêtres s'agrandissent, la lumière entre à flot. Ce qui commençait comme un socle robuste s'achève, tout en haut, dans une pure dentelle de pierre. Car le couronnement de la merveille, c'est le cloître. Il faut s'y arrêter, car peu de lieux au monde produisent une telle impression. Suspendu à 80 mètres au-dessus de la baie, ouvert sur le ciel, il aligne des rangées de colonnettes fines et serrées, disposées en quinconce, qui semblent trop frêles pour porter quoi que ce soit. Au centre, un jardin. Autour, une galerie couverte où les moines venaient marcher, prier, méditer à l'abri du vent. De cet endroit, entre les colonnes, le regard glisse jusqu'à l'horizon marin, sans que rien n'arrête sa course. On est à la fois protégé et exposé, enraciné dans la pierre et suspendu dans le vide. Le silence y règne, troublé seulement par le souffle de l'air. Les moines eux-mêmes voyaient dans ce jardin aérien le passage entre le monde terrestre et le monde céleste, un seuil entre la terre et le ciel. Sous le cloître, les grandes salles déploient toute la science des bâtisseurs gothiques. L'une d'elles, vaste et lumineuse, était réservée à l'accueil des hôtes de marque. Ses voûtes élancées reposent sur de fines colonnes. Ses larges fenêtres laissent entrer le jour. Deux grandes cheminées y réchauffaient les visiteurs. Une autre, tout aussi impressionnante, servait de lieu de travail et de vie aux moines. Partout règne ce trait propre au gothique, la recherche de la hauteur et de la lumière, l'art de faire tenir des voûtes de pierre sur des supports d'une finesse presque incroyable. Le gothique, ici, ne se contente pas d'imiter les grandes cathédrales du continent. Il relève un défi particulier, déployer sa grâce sur un rocher battu par les vents, dans un espace contraint par la pente, en équilibre au-dessus de la mer. Reste une question que la beauté du lieu ne suffit pas à trancher, et sur laquelle les érudits eux-mêmes ne s'accordent pas entièrement, celle de la fonction réelle de la merveille. La réponse paraît évidente à première vue. C'était un monastère, un lieu de vie pour les moines. On y dormait, on y mangeait, on y priait, on y accueillait les pèlerins. Cette lecture, la plus classique, rend compte de la fonction quotidienne des salles. Mais certains chercheurs y voient davantage. Ils font remarquer que les salles les plus somptueuses, celles réservées aux hôtes, dépassaient largement les besoins d'une simple communauté monastique. On y recevait des visiteurs de haut rang, des donateurs, des puissants venus honorer l'archange. La merveille aurait donc été aussi un lieu de représentation, un écrin destiné à impressionner ceux que l'on souhaitait séduire ou remercier. D'autres vont plus loin encore. Ils rappellent que ce chantier fut rendu possible par la générosité du roi de France au lendemain de sa conquête de la Normandie. Élever un tel monument, au sommet d'un rocher que tout le monde connaissait, ne relevait pas seulement de la piété, c'était aussi un geste politique. En finançant la plus belle abbaye de la région, le roi affirmait sa puissance sur une province fraîchement rattachée à sa couronne. La merveille dans cette perspective ne serait pas seulement un couvent, ni même un palais d'accueil, mais un manifeste de pierre, une démonstration de la grandeur royale dressée à la face de tous. Ces lectures ne s'excluent pas. Un même édifice peut être à la fois maison de prière, lieu de prestige et symbole de pouvoir. Faute de documents assez précis, les historiens reconstituent la destination exacte des salles à partir de leur seule architecture, et c'est pourquoi le débat demeure ouvert. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est la prouesse. Que l'on y voit un cloître pour moines, un palais pour hôtes ou un trophée pour un roi, la merveille reste un défi lancé à la pesanteur et au vent. 3 étages de salles gothiques empilés sur une paroi presque verticale, portés par 16 contreforts, couronnés d'un jardin suspendu entre ciel et mer, rien de comparable n'existait ailleurs. Là où les grandes cathédrales du continent s'étalaient à l'aise sur des plaines, le mont concentrait toute la grâce du gothique dans un espace arraché à la roche.
La muraille austère que l'on aperçoit d'en bas ne dit rien de ce qu'elle abrite. Derrière la façade de forteresse veille un chef-d'œuvre, accroché au roc comme un défi permanent à tout ce qui, ici, aurait dû rendre la beauté impossible. Un fleuve minuscule serpente dans les sables, au pied du rocher. On le franchit d'un pont, on l'enjambe presque du regard. À première vue, rien qu'un filet d'eau perdu dans l'immensité de la baie. Et pourtant, ce ruisseau modeste a fait naître l'une des querelles les plus tenaces de l'histoire régionale. Car de son côté, dépend une question qui divise encore aujourd'hui, avec bonne humeur, deux grandes provinces françaises. Celle de savoir à qui appartient vraiment le Mont-Saint-Michel, à la Normandie ou à la Bretagne. La réponse, longtemps, a dépendu du caprice de cette rivière vagabonde. Ce cours d'eau porte un nom, le Couesnon. Il descend des terres et se jette dans la baie, tout près du rocher. Depuis des temps immémoriaux, on a voulu voir en lui une frontière naturelle, la limite qui séparait le pays normand du pays breton. D'un côté de son lit, la Normandie, de l'autre, la Bretagne. La règle semblait simple. Le problème, c'est que le Couesnon, dans cette baie plate et sableuse, n'a jamais eu la sagesse de rester en place. Selon les marées, les crues, les tempêtes, il déplaçait son lit, changeait de tracé, glissait tantôt d'un côté du rocher, tantôt de l'autre. Or, si la frontière suivait le fleuve, et si le fleuve se déplaçait, alors le mont lui-même passait d'une province à l'autre au gré des humeurs de l'eau. Voilà l'origine d'un dicton que l'on répète encore dans la région, avec un sourire. On raconte que si le Couesnon, par une folie passagère, a placé le mont du côté normand, c'est par erreur, par étourderie, et que le rocher aurait dû revenir à la Bretagne. Le fleuve, dans cette formule malicieuse, porte la responsabilité d'un vol. Il aurait dérobé le mont aux Bretons pour l'offrir aux Normands. La boutade dit à sa manière une vérité géographique. Le tracé actuel de la rivière place le rocher en Normandie. Mais ce tracé n'a rien d'éternel. Il est le résultat d'aménagements récents autant que d'anciens caprices. Rien dans la nature de la baie ne fixait le mont d'un côté plutôt que de l'autre pour toujours. Il faut se tenir sur les grèves, au crépuscule, pour saisir ce que cette indécision a de vertigineux. Autour du rocher, tout est mouvant. Le sable se déplace, la vase change de place, les chenaux se creusent et se comblent, et le fleuve lui-même semble hésiter, cherchant son chemin parmi les bancs argentés. Rien n'est stable, rien n'est tracé une fois pour toutes. Dans ce paysage où la terre et l'eau échangent sans cesse leur domaine, l'idée même d'une frontière nette paraît dérisoire. Fixer une limite sur un sol qui bouge, attribuer un rocher à une province quand la rivière censée les séparer refuse de tenir en place, la baie tout entière semble se moquer des cartes que les hommes voudraient y dessiner. À cette incertitude géographique s'ajoute une histoire faite de liens croisés. Le mont est né, on l'a vu, sous l'impulsion des ducs de Normandie, qui installèrent les moines sur le rocher et protégèrent leur communauté. Par ses origines, par ses seigneurs, par ses fondateurs, le sanctuaire appartient au monde normand. Mais la Bretagne n'est jamais loin. Elle borde la baie de l'autre côté, ses côtes se dessinent à l'horizon, et à bien des moments de son histoire, le mont a regardé vers elle autant que vers la Normandie. Les échanges, les secours, les alliances ont souvent traversé cette frontière incertaine. Le rocher se dressait au point exact où les deux provinces se rencontraient et se disputaient, à la charnière de deux identités puissantes et fières. C'est pourquoi certains historiens refusent de trancher. Le mont, disent-ils, n'a jamais eu de propriétaire unique et définitif. Il s'est tenu, tout au long des siècles, dans une zone de contact, un espace partagé où les influences des deux provinces se mêlaient. Sur le plan administratif d'aujourd'hui, le rocher relève bien de la Normandie, et la question, à cet égard, est réglée. Mais sur le plan des cœurs, des cultures, des mémoires, elle reste vive. Les Bretons continuent de revendiquer une part du mont. Les Normands le comptent parmi leurs plus fiers symboles. Chacun a ses arguments, chacun a son histoire, et aucune des deux provinces ne renonce tout à fait à ce joyau posé sur leurs frontières communes. Il faut mesurer ce que cette querelle a de particulier. Elle n'est pas une guerre, ni un conflit qui laisserait des blessures. Elle est devenue, avec le temps, une manière affectueuse de se disputer un trésor que l'on aime des deux côtés. Les habitants en plaisantent, les guides en font une anecdote, les érudits en débattent sans amertume. Le fleuve capricieux, plutôt que de diviser, a fini par unir.
Il a donné aux deux provinces une raison commune de s'intéresser au rocher, de le chérir, d'en revendiquer une part. La rivière vagabonde a créé, par son indécision même, un lien indissoluble entre la Normandie, la Bretagne et le Mont. Ce détail géographique en apparence anodin éclaire une vérité plus profonde sur le lieu. Le Mont Saint-Michel n'est pas seulement bâti sur un rocher, il est bâti sur une frontière, sur une ligne de partage entre deux mondes. Toute son histoire porte la marque de cette position singulière. Placé là où les provinces se touchent, là où la terre et la mer échangent leurs empires, là où les eaux elles-mêmes refusent de choisir un camp, il concentre en un seul point les tensions et les rencontres de toute une région. Sa situation n'a rien d'un accident, elle fait partie de sa nature. Le rocher est un lieu de seuil, un point d'équilibre entre des forces contraires, et cela vaut pour la géographie autant que pour tout le reste de son destin. Ainsi, derrière la carte postale familière, se cache une énigme que les frontières administratives n'ont jamais vraiment résolue. Le Couesnon, ce ruisseau que l'on franchit sans y penser, garde en lui la mémoire d'un partage impossible. Il a déplacé son lit tant de fois qu'il a fini par brouiller toutes les certitudes. Et si le mont appartient aujourd'hui, sur le papier, à la Normandie, il reste, dans l'imaginaire des deux provinces, un bien partagé, une pomme de discorde devenue trait d'union. La rivière vagabonde a laissé une question ouverte, suspendue au-dessus des sables, comme le rocher lui-même est suspendu au-dessus de la baie. Une question que chacun, aujourd'hui encore, peut trancher à sa façon. Quelques centaines d'hommes d'armes et d'archers resserrent leur étau sur les grèves. Face à eux, derrière les remparts du rocher, à peine plus d'1 millier de défenseurs enfermés dans la place. La partie semble pourtant jouée d'avance, car derrière ces assaillants se tient toute la puissance d'un royaume en guerre. Nous sommes au cœur de la guerre de 100 ans, cette longue déchirure qui oppose la France et l'Angleterre, et la Normandie tout entière est tombée aux mains anglaises. Toute la province, sauf un point, un seul rocher, dressé au milieu de sa baie, refuse de plier. Les Anglais le savent, tant que ce sanctuaire tiendra, leur conquête restera incomplète. Ils décident donc de le réduire, par la force ou par la faim. Ce blocus durera plus de 30 ans, ponctué de 2 grands assauts. Et il échouera. Pour comprendre l'enjeu, il faut mesurer l'humiliation que représente ce rocher pour l'envahisseur. La Normandie occupée, administrée, quadrillée de garnisons anglaises, garde en son sein cette place qui n'obéit pas. Le mont devient le dernier lambeau du sol normand fidèle au roi de France. Sur ses murs flotte encore la bannière du royaume, quand tout autour a changé de maître. Sa seule existence est un défi, un rappel permanent que la conquête n'est pas achevée, que la résistance demeure possible. Le prendre, ce n'est pas seulement gagner un rocher, c'est effacer le dernier symbole de la France libre dans la province perdue. Les Anglais s'y emploient avec méthode. Ils s'installent en face, sur un îlot voisin qui émerge des sables et en font leur base. De là, ils surveillent le mont, contrôlent ses abords, lancent leurs assauts. Ils bloquent les accès, cherchent à couper le rocher de tout ravitaillement, à l'étouffer lentement. Car la position, chacun l'a compris, ne se prend pas de front. Les défenseurs disposent d'un allié que nul ne peut vaincre, la baie elle-même, avec ses marées mortelles et ses sables traîtres. Attaquer directement, c'est risquer d'être surpris par les eaux, encerclés sur l'estran, engloutis avant même d'avoir atteint les murs. Les Anglais le savent et misent donc sur le temps, sur la privation, sur l'usure. Ils veulent affamer le rocher plutôt que l'assaillir. Mais le mont ne se laisse pas affamer. Malgré le blocus, des secours parviennent à se glisser jusqu'à lui. Par mer, profitant des marées, des navires forcent le passage et apportent vivres et renforts. Les provinces voisines, restées hostiles à l'occupant, envoient des hommes et du ravitaillement. Une ville portuaire proche, alliée à la cause française, arme des vaisseaux qui viennent briser le blocus naval et réapprovisionner les assiégés. Le rocher n'est pas seul. Il tient parce que tout autour de la baie, des mains fidèles refusent de le laisser tomber. Ce que la mer offre de protection, les alliés le complètent en ravitaillement. La forteresse imprenable est aussi une forteresse secourue. À l'intérieur des murs, la défense s'organise autour d'un homme dont le nom reste attaché à cette résistance, le capitaine chargé de tenir la place au nom du roi. Autour de lui se rassemble une poignée de chevaliers, un peu plus d'100, qui jurent de conserver le rocher ou de périr sous ses décombres.
Leur détermination confine à l'absolu. Face au manque de vivres, face à la menace d'un siège qui s'éternise, le capitaine prend une décision d'une dureté terrible. Il ordonne l'expulsion des bouches inutiles. Les femmes, les enfants, les prisonniers de guerre doivent quitter le rocher. Le calcul est glacial mais lucide. Moins de bouches à nourrir, c'est plus de jours de résistance. Ce sacrifice, cruel à mesurer, prolonge la tenue de la place. Il dit à lui seul dans quel esprit se menait cette défense, celui d'homme prêt à tout pour ne pas céder. Le moment décisif survient lorsque les Anglais, las d'attendre, tentent enfin le grand assaut. Leur artillerie ouvre une brèche dans les murailles. Au petit matin, les assaillants s'élancent en nombre, persuadés de submerger la maigre garnison. C'est alors que se joue la bataille qui décide de tout. Les défenseurs, avec l'énergie du désespoir, se ruent dans la brèche, taillent en pièces les premiers rangs, repoussent l'assaut, puis poursuivent les fuyards jusque sur les sables au cri de l'archange. Les Anglais, mis en déroute, abandonnent derrière eux leur matériel. 2 de leurs grosses pièces d'artillerie restent aux mains des vainqueurs, déposées à l'entrée du rocher comme les trophées de cette victoire mémorable. Une poignée d'hommes viennent de tenir tête à toute une armée. C'est la dernière grande tentative des Anglais. Découragés, ils renoncent à prendre le mont et se bornent désormais à le surveiller de loin. Il faut se tenir sur les remparts, face à l'immensité grise de la baie, pour saisir ce que fut cette épreuve. Le vent y souffle sans obstacle, chargé de sel, cinglant le visage. En contrebas s'étend l'estran nu où campèrent les assiégeants, où résonnèrent les cris de l'assaut et où la mer, tant de fois, referma son piège sur les imprudents. Ces murs de granit, dressés au ras du ciel, ont vu passer des décennies de guet, de faim, de peur et d'espoir. Chaque pierre a été un poste de combat, chaque tour une sentinelle tournée vers l'ennemi. Le silence qui règne aujourd'hui sur ces hauteurs pèse d'autant plus lourd que l'on sait ce qu'elles ont enduré. Cette victoire dépasse de loin la portée d'un fait d'armes. Dans une France morcelée, occupée, découragée, le rocher qui ne tombe pas devient un signe. Il prouve que l'envahisseur n'est pas invincible, que la résistance peut l'emporter, que la partie n'est pas perdue. Sa réputation gagne tout le royaume. On parle de cette abbaye forteresse qui, seule contre tous, a tenu bon. Elle nourrit l'espérance d'une reconquête. Elle incarne l'idée que la France peut se relever. À l'heure où le pays cherche des raisons de croire encore, le Mont offre l'exemple concret d'une place que rien n'a pu abattre. Il n'est plus seulement un sanctuaire, il est devenu un symbole national, un point fixe autour duquel se rassemble la fierté d'un peuple. Ainsi se confirme, dans le sang et la durée, ce que la baie avait promis dès l'origine. Le rocher est bien imprenable, mais non par miracle. Il l'est par l'addition patiente de tout ce qui le protège. La marée qui noie les assaillants, les murs qui brisent les assauts, les alliés qui rompent le blocus, et surtout, la volonté farouche d'hommes décidés à ne pas céder. Aucun de ces facteurs, seul, n'aurait suffi. Ensemble, ils ont fait du Mont-Saint-Michel la place que nul n'a jamais prise. Et lorsque la longue guerre s'achève enfin, l'abbaye sort de l'épreuve auréolée d'un prestige immense, invaincu, dressée sur son rocher comme la preuve vivante que la mer et la pierre, unies à la vaillance, peuvent défier les plus grandes armées. Il existe une phrase que tout le monde connaît, ou croit connaître, dès qu'il est question du rocher normand. On la répète dans les guides, on la lit sur les panneaux, on l'entend de la bouche des visiteurs comme une évidence. Au Mont-Saint-Michel, la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop. L'image est magnifique. Elle évoque une vague déferlante, une charge de cavalerie liquide, une eau qui fonce sur les sables plus vite qu'un homme ne saurait courir. Elle a nourri l'imaginaire de générations entières. Il n'y a qu'un problème. Les savants qui ont mesuré cette marée affirment qu'elle est fausse. Et cette contradiction, entre la formule fameuse et la réalité mesurée, ouvre l'une des querelles les plus curieuses attachées au lieu. Commençons par la légende, car elle a ses raisons. L'expression s'est imposée dans la mémoire collective, portée notamment par la plume d'un grand écrivain qui visita le rocher et fut saisi par la puissance de la baie. Depuis, la formule court de bouche en bouche, reprise partout, gravée dans l'idée que l'on se fait du lieu. Et elle repose sur une expérience bien réelle. Ceux qui ont vu la mer revenir sur ces sables immenses gardent le souvenir d'un phénomène saisissant, d'une eau qui semble surgir de partout, d'un désert qui devient océan en un temps si court qu'il paraît impossible.
Le sentiment de vitesse, l'impression d'être dépassé par les flots sont authentiques. La formule ne ment pas sur la sensation, elle exagère seulement la mesure. Car lorsque les océanographes se sont penchés sur cette marée, chronomètre en main, leurs relevés ont raconté une autre histoire. La vitesse réelle de progression de l'eau, dans la plupart des cas, ne dépasse pas celle d'un homme qui marche d'un bon pas. Les valeurs les plus fortes jamais enregistrées restent très en deçà de l'allure d'un cheval lancé au galop. Un cavalier, un coureur, un promeneur vif n'auraient aucune peine à distancer la mer sur la majeure partie de l'estran. La comparaison équestre, prise au pied de la lettre, relève donc de l'exagération poétique bien plus que de la description exacte. Les scientifiques l'ont dit clairement. La belle formule, si elle traduit une émotion, trahit les chiffres. Reste alors à expliquer le décalage entre cette mesure rassurante et le danger, lui, bien réel de la baie. La réponse tient dans un mot. Ce n'est pas la vitesse qui tue, mais l'encerclement. La mer ici ne progresse pas comme un mur qui avance en ligne droite, permettant de la voir venir et de reculer devant elle. Elle s'insinue par tous les côtés à la fois. Elle remplit d'abord les chenaux et les creux, contourne les bancs de sable, remonte derrière le promeneur avant même de l'atteindre de face. On peut ainsi se croire à l'abri, avec la mer loin devant soi, et découvrir soudain qu'elle a déjà coupé le chemin du retour. Le piège n'est pas dans la rapidité brute de l'eau, mais dans sa manière de refermer un cercle autour de sa proie. On ne meurt pas parce que la mer court plus vite que soi. On meurt parce qu'on ne l'a pas vue arriver dans le dos. À ce phénomène s'ajoutent deux traîtrises supplémentaires. La première est le brouillard, qui peut tomber sur la baie en quelques instants, effaçant l'horizon, les repères, la direction du rivage. Celui qui s'est éloigné se retrouve alors aveugle, incapable de savoir de quel côté fuir, tandis que l'eau monte autour de lui. La seconde est le sol lui-même, ces zones molles et gorgées d'eau qui retiennent le pied et clouent le marcheur sur place. Immobilisé par le sable, aveuglé par la brume, encerclé par les flots, voilà la véritable combinaison mortelle de la baie. La vitesse de la marée n'est qu'un détail au regard de ces pièges conjugués. Le danger est réel. Il a coûté d'innombrables vies, mais il ne vient pas d'où la légende le place. Il faut s'avancer sur ces grèves un jour de marée montante pour comprendre à quel point la mesure et la sensation peuvent diverger. Devant soi, l'eau glisse sur la vase par nappes minces, presque paresseuses, sans fracas ni vagues déferlantes. Rien qui évoque une charge de cavalerie. Et pourtant, si l'on détourne le regard un instant, si l'on s'attarde à contempler le rocher ou à chercher un coquillage, on se retourne pour découvrir que le paysage a changé. Le banc de sable où l'on se tenait est devenu une île. La flaque d'à côté est devenue un bras de mer. L'eau n'a pas couru, elle s'est répandue, silencieuse, partout à la fois. C'est cette progression sournoise, plus que rapide, qui surprend et qui piège. La baie ne charge pas comme un cheval. Elle enveloppe comme une marée, ce qui est bien plus dangereux. Cette querelle, en apparence anecdotique, éclaire quelque chose de la relation entre les hommes et le mont. Le rocher appelle la démesure. Tout, en lui, invite à l'exagération. Ses marées records, sa silhouette irréelle, son histoire hors du commun. Face à un tel lieu, la mémoire populaire préfère souvent l'image forte à la donnée exacte. La formule du cheval au galop a triomphé non parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était belle, parce qu'elle disait la peur et l'émerveillement mieux qu'un relevé de vitesse. Les savants ont rétabli des chiffres, et ils ont eu raison de le faire. Mais la légende, elle, continue de courir, portée par ceux qui, ayant vu la baie se remplir, ne peuvent croire qu'une chose si impressionnante avance à pas d'homme. Il y a là un enseignement qui vaut pour tout le mont. Ce lieu vit sur une frontière constante entre le récit et la réalité, entre ce que l'on raconte et ce que l'on peut prouver. Le trou dans le crâne d'un évêque, l'ordre venu du ciel, la mer aussi rapide qu'un cheval, autant d'images magnifiques que la science examine, nuance, parfois corrige, sans jamais tout à fait les effacer. Car ces récits, même inexacts, disent une vérité que les chiffres ne capturent pas. La manière dont ce rocher a saisi l'imagination des hommes, la façon dont il les a effrayés et fascinés à la fois. La baie n'avance peut-être pas au galop, mais elle a galopé, elle, dans l'esprit de tous ceux qui l'ont contemplée, et cette course-là, aucune mesure ne la démentira jamais. Un cardinal enfermé dans une cage de bois et de fer, suspendu dans une salle obscure du rocher, incapable de se tenir debout ni de s'allonger tout à fait. Voilà l'une des images qui hantent l'histoire secrète du Mont Saint-Michel.
Le lieu que l'on avait bâti pour élever l'âme vers le ciel servit aussi pendant des siècles à briser des hommes. Car le sanctuaire eut une seconde vie, plus sombre, que les foules d'aujourd'hui imaginent mal en gravissant ces ruelles. Longtemps, ce haut lieu de prière fut une prison. On la surnomma la Bastille des mers. L'usage carcéral du rocher est plus ancien qu'on ne le croit. Dès le Moyen Âge, on y enferme déjà quelques prisonniers, et sous l'Ancien Régime, les rois y envoient à l'écart des personnages gênants. Nobles trop turbulents que l'on veut soustraire à la justice, hommes tombés en disgrâce, quelques esprits jugés dérangés. Ils ne sont jamais nombreux, une poignée tout au plus. Mais le principe est posé. Le mont, avec son isolement, offre à l'autorité un outil précieux, un lieu d'où l'on ne s'évade pas, où l'on peut faire disparaître un homme du monde sans le tuer. La célèbre cage de fer où l'on enfermait certains détenus appartient à cette époque où le rocher servait déjà de geôle royale. C'est cependant après la Révolution que le rocher change radicalement de destin. Les moines sont chassés, la communauté dispersée, et le sanctuaire, vidé de sa vocation religieuse, se voit affecté à un tout autre usage. On y installe une véritable prison d'État. Les premiers pensionnaires de cette nouvelle ère sont des prêtres qui ont refusé de prêter serment aux lois nouvelles. Ils arrivent par centaines, jusqu'à 300 à la fois, entassés dans les anciens logis des religieux transformés en cellules. L'ironie est cruelle. Les bâtiments élevés pour la vie monastique deviennent le lieu de détention de ceux qui refusent d'abjurer leur foi. Le sanctuaire se retourne contre lui-même. Au fil des décennies suivantes, la prison s'installe durablement et change de population. Aux prêtres succèdent les opposants politiques, les condamnés de droit commun, les figures que le pouvoir veut tenir enfermées, loin de tout. Des révolutionnaires célèbres, des agitateurs, des hommes dont les idées effraient le régime passent des années dans ces murs. La prison devient l'une des plus redoutées du pays. On y enferme jusqu'à plusieurs centaines de détenus à la fois, hommes condamnés à de lourdes peines qui partagent des dortoirs glacés et redoutent les cachots réservés aux punitions. L'un de ces cachots, une petite salle voûtée du chœur ancien de l'abbaye, garde encore le surnom sinistre que lui donnèrent les prisonniers. Ce qui rendait cette prison si sûre, c'était la baie elle-même. Nul besoin de murs plus hauts, ni de gardes plus nombreux. L'eau et le sable montaient la garde à la place des hommes. Un détenu qui parvenait à franchir les murs se retrouvait face à l'estran, cet immense désert que la mer venait recouvrir sans prévenir, semé de zones molles où le pied s'enfonçait. Fuir signifiait affronter les marées et les sables, c'est-à-dire presque à coup sûr, périr. Le rocher n'avait pas besoin de barreaux, il avait la mer. Ce qui avait fait de lui une forteresse imprenable en faisait maintenant une geôle inviolable. La même baie qui avait noyé les armées interdisait désormais toute évasion. C'est de cette époque que date la grande roue de bois que l'on montre aujourd'hui aux visiteurs, dressée dans une salle sombre, immense et silencieuse. Elle n'appartient pas aux bâtisseurs du Moyen Âge, mais à l'administration pénitentiaire. Son principe reprend celui des anciennes roues de chantier. Des hommes marchent à l'intérieur pour la faire tourner. Mais ici, ce sont les détenus qui fournissent l'effort. Ils montent dans la roue, plusieurs à la fois, et se mettent à marcher sans fin, faisant remonter le long d'une rampe extérieure un chariot chargé de plusieurs tonnes. Le plus souvent, la charge n'est autre que les provisions destinées à la prison. Les prisonniers, par leur peine, hissaient ainsi leur propre subsistance. Se tenir aujourd'hui devant cette roue, dans la pénombre, c'est presque entendre le grincement du bois et le pas des hommes condamnés qui la faisaient tourner jour après jour pour nourrir leur propre geôlier. Il faut imaginer ce que fut la vie dans ces murs. Le froid, d'abord, qui suinte de la pierre et que rien ne réchauffe. L'humidité de la baie qui s'insinue partout. Le bruit du vent et de la mer, présence constante, rappel permanent de l'isolement. Sur certaines portes, sur certains murs, les détenus ont laissé des traces, des inscriptions gravées, des marques comptant les années passées d'un cachot à l'autre. Ces graffitis muets sont parmi les rares témoignages qui subsistent de cette époque. Quant à ceux qui mouraient là, ils étaient enterrés sur place, sans stèle ni nom, sous une pelouse qui recouvre aujourd'hui leurs restes. Des centaines d'hommes reposent ainsi dans le sol du rocher, effacés de la mémoire, oubliés sous l'herbe que foulent les promeneurs. Cette longue nuit finit pourtant par indigner. Peu à peu, des voix s'élèvent pour dénoncer le scandale que représente une telle prison installée dans un tel monument.
Des écrivains, des artistes, des hommes de culture s'insurgent de voir ce chef-d'œuvre de l'art médiéval réduit à l'état de geôle. L'un des plus grands écrivains du siècle résume l'affaire d'une formule cinglante, comparant cette prison, logée dans un joyau d'architecture, à un crapaud enfermé dans un reliquaire. L'image fait mouche. Elle dit l'absurdité, presque le sacrilège, qu'il y a à traiter ainsi un monument d'une telle beauté. La cause gagne du terrain, l'opinion s'émeut, et la pression finit par l'emporter. Au milieu du XIXe siècle, après plus de 70 ans d'usage carcéral, la prison ferme enfin ses portes. Cette fermeture marque un tournant. En cessant d'être une geôle, le rocher retrouve la possibilité de redevenir ce qu'il avait été, un sanctuaire, un chef-d'œuvre, un lieu de mémoire. La longue parenthèse de la Bastille des mers s'achève, laissant derrière elle des cachots vides, des graffitis, une roue silencieuse et une pelouse sous laquelle dorment les oubliés. Le Mont sort de cette épreuve marqué, mais sauvé. Il a été forteresse, il a été prison. Il lui reste à redevenir merveille. Et cette résurrection, arrachée à l'abandon par ceux qui refusèrent de le voir périr, allait ouvrir le dernier chapitre de sa longue histoire. Un monument que l'on avait transformé en geôle, abandonné à l'humidité et à l'oubli, revient lentement à la vie. Après la fermeture de la prison, le rocher se retrouve dans un état pitoyable. Les bâtiments dégradés, les salles défigurées par les aménagements carcéraux, le grand réfectoire gothique découpé en cellules, les sculptures rongées. Il aurait pu finir en ruine, comme tant d'abbayes de France laissées à l'écroulement. C'est le contraire qui se produit. Le Mont Saint-Michel entame alors la plus improbable de ses métamorphoses, celle d'un lieu meurtri qui redevient l'un des plus admirés du monde. Le sauvetage commence par le regard des artistes. Tout au long du XIXe siècle, écrivains, peintres et voyageurs redécouvrent le rocher et s'indignent de son sort. Leurs textes, leurs dessins, leurs plaidoyers font naître dans l'opinion une conviction nouvelle. Ce monument n'appartient pas à l'administration pénitentiaire, il appartient à l'histoire, à l'art, à la nation tout entière. La cause du Mont devient une affaire publique. Peu après la fermeture des cachots, l'édifice est reconnu comme monument historique, ce qui ouvre la voie à sa restauration. Des architectes se succèdent sur le chantier pour réparer les outrages du temps et de la prison, consolider les voûtes, rendre au sanctuaire son visage. Le rocher, hier symbole de l'enfermement, redevient peu à peu symbole de beauté. Une figure domine cette renaissance, la statue dorée de l'archange qui vient couronner la flèche de l'église tout en haut de l'édifice. Elle est installée à la fin du XIXe siècle, au terme des grands travaux de restauration. Depuis ce sommet vertigineux, l'archange semble veiller de nouveau sur la baie, l'épée levée vers le ciel. Il faut lever les yeux, depuis le pied du rocher, pour mesurer ce que représente cette silhouette minuscule perchée si haut, le point final d'une reconstruction, le signe que le sanctuaire a repris sa vocation première. Là où des hommes marchaient jadis dans une roue pour hisser les vivres des prisonniers, on avait hissé cette fois, jusqu'au ciel, la figure de l'archange retrouvé. Mais un danger nouveau menaçait le mont, plus sournois que les armées et les geôliers. Au XIXe siècle, on avait relié le rocher au continent par une digue, une route surélevée qui permettait d'y accéder à pied sec en toute saison. Cette commodité eut un effet imprévu et redoutable. En bloquant la libre circulation des eaux, la digue empêchait la mer de balayer les sables comme elle l'avait toujours fait. Peu à peu, la baie autour du mont commença à s'ensabler. Des sédiments s'accumulèrent, l'herbe gagna sur le sable, et le rocher, jadis entouré d'eau à chaque grande marée, risquait de se retrouver prisonnier de la terre ferme. L'île menaçait de cesser d'être une île. Ce qui avait fait toute la singularité du lieu, cet isolement au milieu des flots, se trouvait compromis par la main même des hommes venus l'admirer. La solution demanda des décennies de réflexion et un chantier considérable. Au début du XXIe siècle, on prit une décision radicale, rendre à la baie sa liberté. La vieille digue fut démolie et remplacée par un pont léger, monté sur de fins pilotis, qui laisse désormais l'eau circuler librement sous lui. Un barrage édifié sur la rivière fut conçu pour libérer, à chaque marée, de grandes masses d'eau capables de chasser les sédiments accumulés et de recreuser les chenaux autour du rocher. L'objectif était clair, redonner à la mer le pouvoir d'entourer le mont, lui rendre son caractère insulaire perdu. Le nouveau pont fut ouvert dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Grâce à lui, lors des plus grandes marées, la mer vient de nouveau cerner entièrement le rocher, comme au temps des pèlerins.
et des chevaliers. L'île est redevenue une île. Ce combat pour rendre au mont son eau dit quelque chose de profond sur ce qu'il est. Toute son histoire, du premier oratoire jusqu'au pont moderne, tient dans le lien entre la pierre et la mer. La mer l'a rendu sacré en l'isolant, l'a rendu imprenable en noyant ses assaillants, l'a rendu inévadable en gardant ses prisonniers. Priver le mont de la mer, c'était le priver de son âme. En abattant la digue, les hommes du XXIe siècle n'ont pas seulement résolu un problème d'ensablement. Ils ont reconnu que ce rocher ne serait jamais lui-même sans les flots qui l'entourent. La baie n'est pas le décor du mont, elle en est la condition. Le temps est venu de refermer la grande question posée au commencement. On se demandait comment on avait pu bâtir une cathédrale au sommet d'un rocher que la mer encercle 2 fois par jour, et pourquoi aucune armée n'avait jamais réussi à s'en emparer. La réponse désormais se tient tout entière sous nos yeux. On a pu bâtir cette cathédrale parce que des hommes, faute de trouver un seul plat, en ont fabriqué un, ceinturant la pointe du rocher d'une couronne de crypte pour poser l'église sur le vide. Ils ont porté le granit à travers la baie, l'ont hissé par la force de leur corps enfermé dans des roues de bois, l'ont empilé strate après strate au fil des siècles jusqu'à former ce millefeuille de pierre suspendu entre ciel et mer. Et si aucune armée n'a jamais pris le mont, ce n'est par aucun miracle, c'est parce que la marée noyait les assaillants, parce que les sables retenaient les imprudents, parce que les murs brisaient les assauts, et parce que des hommes décidés à ne pas céder ont tenu bon derrière ces remparts. La pierre et l'eau, unies, ont fait de ce rocher l'imprenable. Voilà la réponse. Reste pourtant une énigme que même toute cette histoire ne suffit pas à trancher et sur laquelle chacun est libre de se forger son opinion. Cette énigme, c'est celle du fleuve vagabond et de la vraie appartenance du mont. 3 réponses continuent de s'affronter et chacune a ses défenseurs. Pour les uns, le rocher est normand, purement et simplement. C'est le tracé actuel de la rivière qui le place en Normandie, ce sont les ducs de Normandie qui y installèrent les moines, c'est à cette province qu'il est aujourd'hui rattaché. Pour d'autres, le mont est breton de cœur. La rivière ne fut poussée du côté normand que par des aménagements tardifs. Et sans cette intervention, le rocher aurait dû revenir à la Bretagne dont il fut si longtemps proche. Pour d'autres enfin, la question elle-même n'a pas de réponse. Posée sur une frontière mouvante, au point exact où les 2 provinces se touchent, le mont n'aurait jamais eu de propriétaire unique, et prétendre le ranger d'un seul côté serait trahir sa nature de lieu partagé. À vous maintenant de trancher. Le rocher est-il normand par le droit et par ses origines, breton par la géographie et par le cœur, ou bien insaisissable, appartenant aux 2 à la fois et à aucun vraiment? Dites en commentaire de quel côté vous penchez, et pourquoi. C'est une question que les historiens eux-mêmes n'ont pas close, et votre avis vaut ici celui d'un savant. Voilà donc l'histoire de ce rocher dressé entre la Normandie et la Bretagne, entre la terre et la mer, entre la légende et la science. S'il vous a plu de cheminer dans ces cryptes, sur ces remparts et dans sa baie, laissez un pouce levé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Et la prochaine fois que vous verrez, sur une photographie, cette silhouette de pierre surgir des eaux, vous saurez ce qu'elle cache vraiment.